Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'être reçu à Lyon, dans ses locaux, par Aurélien Guillon, le CEO de Trimoji. Salut Aurélien. Salut Florent, salut tout le monde. Merci de ton invitation, il fait un superbe soleil à Lyon. Ah ouais, ça c'est clair. On est au dernier étage dans tes locaux, on a bien chaud. Ça me change de mes 3 degrés ce matin quand je suis parti de ma Bretagne. Ah c'est Lyon. Ouais, c'est clair. Donc écoute, on va revenir sur Trimoji. Trimoji, c'est une entreprise que tu as créée qui propose un assistant logiciel dédié aux soft skills et aux hard skills pour aider à sécuriser les recrutements. On va y revenir bien sûr. T'es aussi, alors effectivement, un homme très très pris parce que j'ai vu que tu étais un membre actif de plusieurs organisations et réseaux dédiés au RH et au techno, le Lab RH, Microsoft for Startups, la Digital League, le réseau Entreprendre en Rhône-Alpes. Et puis tu es également membre du board de Lyon HR Tech, le premier cluster RH de la French Tech, j'imagine sur le territoire lyonnais et Rhône-Alpes. C'est ça, ouais, c'est okay. Lyon-Saint-Etienne. Ok. Et puis, Aurélien, t'es comme moi, t'es podcasteur, t'es l'hôte du podcast Back to the Future of Work. Ouais. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans le résumé de cet épisode où tu interviews des recruteurs, des RH, des coachs, des managers pour comprendre comment ils voient leur métier évoluer dans le futur. C'est ça. Si on fait un petit zoom d'ailleurs sur ce podcast rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi t'as créé un podcast et t'en es où avec ce podcast? Ah, c'est une bonne question. Parce qu'il est plus vieux que le mien, c'est sûr. Ouais, ça fait 1 an et demi, je crois. D'accord. Ça, ouais. Ouais. 2 ans, presque 2 ans. 2 ans, 66 épisodes. En fait, j'ai créé ce podcast parce que je suis arrivé dans la sphère RH un peu par hasard. Et du coup, à l'époque, quand j'ai commencé avec Trimoji, il fallait que je parle à mes clients. Mes futurs clients et comprendre comment développer le produit dans le bon sens. Et je me suis dit, quand j'appelle des gens pour essayer de leur vendre quelque chose, ils ont pas le temps. Mais quand on fait un petit podcast, ils prennent bien 2 heures avec toi, tu vois. Et ils répondent à toutes tes questions. Parce que tu leur donnes quelque chose en échange, tu les mets en avant, et tu peux rentrer vraiment dans le fond du sujet. Et puis Back to the Future of Work, c'était un petit peu, le modèle de l'épisode, c'est toujours passé, présent, futur. C'est quoi ton parcours, c'est quoi tes enjeux actuels, et comment tu vois évoluer ton métier. Et en fait, ça a été mon université perso, tu vois. C'est mes cours perso. D'accord. Pour apprendre à savoir qu'est-ce qui va créer le futur, quels sont les besoins, les enjeux, les problématiques. S'ils avaient une baguette magique, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Et ça me donne des billes pour développer le produit qu'ils attendent dans le bon sens, tu vois. Ah, ok, hyper intéressant. S'il y avait un épisode que tu me recommanderais, qu'il faudrait que j'écoute ou qu'on écoute tous. Alors c'est pas facile parce que t'as eu là, tu vas te faire des ennemis en disant ça. Mais est-ce qu'il y a un épisode où tu te dis tiens voilà, cet épisode là il est vraiment pépite. J'ai appris énormément de choses et je pense que tout le monde apprendra énormément de choses en l'écoutant. Je dirais à peu près tous parce que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, le monde RH, il y a quand même pas mal de gens, tu vois. Donc il y a des coachs, il y a des managers, il y a des RH, il y a des recruteurs, il y a une personnalité qui t'a marqué? Ah, il y en a plusieurs personnalités qui m'ont marqué, ouais. Peut-être que tu connaissais pas tant que ça d'ailleurs avant le podcast. Que j'ai appris à connaître, Léo Bernard, quand il avait pas encore créé sa boîte de formation au tout début, je crois que c'était le numéro 3 ou 4 des épisodes. J'ai eu aussi Clément Lemain qui était à l'écosystème manager, qui est aujourd'hui DRH chez Partout. D'accord. Qui était au tout début, et ça c'était des épisodes un peu cool parce que c'est des gars qui pensent vite.
qui ont une vision assez large du métier et qui ont été un peu une source d'inspiration. C'est-à-dire qu'on a quand même, il y a eu Florian Cordel aussi. Celui-là, il était très cool. Aujourd'hui, il a vendu sa boîte. Ensuite, il a été intégré, sa boîte a été intégrée à un groupe qui s'appelait HPI. Puis après, là aujourd'hui, je crois qu'il est directeur produit chez Cégide. D'accord. Il a été chassé pour pouvoir aller chez Cégide. Et en fait, ça m'a aussi créé un réseau, tu vois. Puis ces gens-là, ils sont toujours un peu dans ma sphère et puis c'est des copains du coup maintenant. Je les invite sur mes événements, ils font des conférences, cool, tu vois, cool. Ok. Ouais. D'accord. Bah, c'est super intéressant. Donc, je mettrai les liens des épisodes que tu as cités pour qu'on puisse les écouter ou les réécouter, en tout cas si on l'a pas fait. Ouais. Effectivement, avoir Léo Bernard dans les premiers épisodes, il y a 1 an et demi, Léo était pas aussi connu qu'il l'est aujourd'hui, en tout cas, était pas aussi avancé, en tout cas dans son projet entrepreneurial qu'il l'est aujourd'hui avec Blendee. Donc bien joué. Léo, en plus, tu vois, quand j'ai rencontré sur son activité, il était recruteur RH. Oui, il était en entreprise. Exact. Et puis en off, on s'est dit tiens, si enfin, il avait le projet de créer une formation, un truc comme ça. Puis un jour, je lui ai dit viens à Lyon, tu vois, j'ai un copain qui s'appelle Sylvain Tillon, il a monté une école qui s'appelle le Bahut. Oui. Qui fonctionne un peu pareil que la Rocket School. Ouais. Je te recrute sur la personnalité, puis ensuite je te forme à un métier. Donc c'est pas mal des profils issus de la reconversion. Et puis du coup, je les ai fait boire un canon ensemble à Lyon, tu vois. On est allé au bar à bar, pour ceux qui connaissent. Et du coup, ils ont discuté ensemble. Je suis parti fumer une clope, je suis revenu. Et puis du coup, ils étaient devenus copains. Et il lui a donné des tips pour monter sa formation, machin. Puis là, aujourd'hui, je suis très content. Il a lancé son bootcamp. Puis il s'est associé aussi à une fille que je connais pas. Élise, ouais. Élise, voilà. Et ça a l'air de plutôt bien marcher pour lui. Donc c'est trop cool. Et puis tu vois, enfin... Finalement, le monde RH, il bouge, il y a quand même pas mal de trucs à faire, c'est quand même pluripotent, c'est très, alors très justement, large. Ouais, justement, avant d'arriver à Trimoji, c'est quoi ton histoire? Parce que t'as dit, je suis arrivé dans les RH un peu par hasard, c'est quoi ton histoire? Et comment est-ce que t'es arrivé à Trimoji? À créer Trimoji? Oh là là, t'as 3 heures là? Non. T'as 5 minutes. J'ai 5 minutes. Avant de lancer Trimoji, je vais le faire plutôt comme ça, et puis je vais retourner en arrière au fur et à mesure. Avant de créer Trimoji, j'étais consultant pendant 10 ans en stratégie, innovation et produits et financement. Donc en gros, mon job c'était de parler à des entrepreneurs et d'habiller la mariée, de faire des dossiers de financement, levée de fonds, CIR, C2I, JEI, BPI France, subventions, H2020, genre de trucs, pour pouvoir aller récupérer de l'argent pour financer les projets, passé, présent, futur. Tu vois, t'as des leviers pour financer le passé, le présent et le futur. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et dans mes premiers clients, j'ai eu des boîtes assez cool qui sont maintenant même des licornes, tu vois, où c'est des gars que j'ai rencontrés à des terrasses de café, ou alors ils avaient 3 collaborateurs, tu vois. Je pense notamment à Content Square, Jonathan Cherki, je l'ai rencontré en 2013, il avait monté la boîte depuis quelques mois, tu vois. Il y a eu Zenly aussi, qui avant ça s'appelait Alertos. Tu vois, Antoine Martin avec Sibonio, je les ai rencontrés... c'était terrasse de café à Odéon à Paris, tu vois, parce qu'avant j'étais à Paris. D'accord, ok. Ça fait 9 ans que je suis à Lyon. Et puis j'ai rencontré aussi dans mes premiers clients une boîte extraordinaire, une équipe de chercheurs dans les éditions au greffe, qui était en face du Grand Rex à l'époque, tu vois. Et en fait, eux, ils bossaient sur un projet de recherche d'analyse psychométrique. En gros, ils contextualisaient le Big Five sur le marché, sur l'Europe, tu vois. Et du coup, ils étaient 4 et ils cherchaient un peu de fonds, donc je les ai aidés à lancer un peu l'activité, machin. Et puis quand je suis parti de Paris, du coup, j'ai récupéré grâce à eux une bibliographie énorme de sciences en fait psychométriques. Ok. Et je me suis dit, mais ce truc-là, à l'époque, tu vois, c'était 45 minutes de passation, c'était des comptes rendus qui étaient vendus à des psychiatres, psychologues et machin, donc des gens du métier. Donc c'était des trucs un peu complexes, avec des graphiques et des trucs comme ça dans tous les sens, un peu compliqués à comprendre, avec une formation qui coûtait un bras. Et du coup, je me suis dit, la clé de ce truc-là, tu vois, c'est de le rendre accessible à tous et d'accélérer le temps de passation, parce que je trouve ça incroyable quand j'ai passé le machin, tu vois. Je me suis dit, mais putain, c'est moi, c'est fou, c'est incroyable. Et ça a été mon fil rouge, en fait, pendant des années et des années et des années. Et j'ai eu une obsession.
ça a été de créer mon propre modèle de questionnaire plus rapide et de tomber exactement sur les mêmes résultats. Et puis après, je me suis intéressé au domaine et je me suis rendu compte que la psychométrie, ça faisait à peine une centaine d'années que ça existe. Tu vois, premier indice Datadoké, c'est Première Guerre mondiale. C'était le test pour décider si c'était des alphas ou des bêtas, si tu vas devant ou derrière à l'armée, tu vois. D'accord. Entre les deux guerres, 1928, à William Marston Moulton, avec le disque, tu sais, les couleurs, les 4 couleurs, là, jaune, rouge, vert, bleu, qui s'est dit, tiens, c'est marrant ce qu'ils ont fait l'armée, si je faisais mon petit truc et tout, donc en 2 dimensions, psychométriques. Puis après, dans les années 40, t'as eu le MBTI, t'as 2 Américaines qui sont arrivées sur le sol européen, qui ont alors piqué, oui ou non, je sais pas, tu vois, mais les travaux de Carl Gustav Jung qui les ont ramenés aux États-Unis, on va faire beaucoup d'argent avec ça, tu vois. Et du coup, ils ont marketé le machin, 4 dimensions, dichotomiques, ça met les gens dans les cases. Puis après, t'as eu Big Five dans les années 50. Puis après, t'as eu le Processcom dans les années 70. Et en fait, tu vois, MBTI 4 dimensions, Big Five 5 dimensions, qui a plutôt une autre approche. C'est pas une théorie, c'est plutôt une analyse empirique. Et puis après, Processcom, plutôt dans la communication, créer une équipe, machin, etc., pour envoyer des mecs dans une capsule, dans le milieu le plus aride de l'univers, l'espace. Tu vois. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut mettre 8 cow-boys ensemble à l'intérieur d'une soucoupe pour les envoyer là-bas, pour montrer aux vilains russes qu'on est les plus forts américains, tu vois. Et puis chemin faisant, en fait, j'ai compris un peu tout ça, et puis j'ai bossé dessus, j'ai fait passer une analyse à tous les gens que je rencontrais, avec un Excel à l'époque, tu vois. Donc des gens que je rencontrais dans la rue, des collègues, des amis, tout, enfin bref, j'ai fait une grosse étude là-dessus. Et avec une obsession, c'était de retrouver les mêmes résultats que sur tous ces modèles d'antan. D'accord. Qui sont assez connus maintenant, tu vois. Et en fait, la clé de ce truc, c'était d'aller qui peut le plus, peut le moins. Et donc du coup, c'était de créer un modèle à 12 dimensions pour aller récupérer cette dimension-là avec cette dimension-là, ça c'est le disque. Cette dimension-là, couplée à celle-là, plus un petit peu de celle-là, ça c'est cette dimension du Big Five, etc., etc., tu vois. Donc c'est ça qu'on a créé, c'est un moteur de traduction, tu vois, vers les modèles passés, quoi. Et du coup, moi ça m'éclatait, tu vois. Moi ça m'amusait de faire ce truc-là. Et puis un jour, en fait, j'ai une divergence professionnelle dans mon cabinet de conseil. Et puis du coup, je me suis dit, c'est le bon moment, il faut que je crée la boîte. Et pourquoi le why? Je pense que ça va être une de tes questions, j'y réponds avant. En gros, le why, c'est que j'ai un papa, tu vois, qui a bossé 25 ans dans une boîte, avec la boule au ventre tous les matins. Moi, je me réveillais quand j'étais gamin, tu vois, je le voyais pas bien, tu vois, aller au boulot, pas bien. Et ça, c'est mon why. C'est de faire en sorte que les gens, ils aillent au taf sans la boule au ventre. Et étant pas issu des RH, je me suis dit, allez, la fleur au fusil, j'ai fait l'analyse psychométrique la plus rapide de la planète qui convertit vers tous les modèles. Je vais la proposer au manager. Eh ben non, mon gars, ça marche pas. Parce qu'en fait, il le fait une fois avec son équipe et puis après, il y a plus de récurrence. Donc du coup, j'avais pas de pérennité dans mon modèle. Tu vois. Et du coup, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai co-créé la société avec William, mon associé, qui est mon voisin, que j'ai rencontré. Et puis en fait, c'est tombé sous le sens que les recruteurs ont le besoin constant d'analyser les gens et tout ça et de prendre des décisions. Et c'est très chronophage d'avoir des éléments, d'aller chercher des éléments auprès des candidats. Et en fait, le why, c'est si je mets dans les mains un truc qui permet de mieux comprendre les gens, ils feront moins d'erreurs. Et du coup, les gens, ils sont contents d'aller au taf. S'ils sont contents d'aller au taf, ils sont performants. S'ils sont performants, l'entreprise elle est contente. Tout le monde est content dans le truc. Donc en gros, l'idée c'est libérer les RH et recruteurs des tâches chronophages et sécuriser les recrutements grâce à la data. Soft skills dans un premier temps. Et puis là, dans quelques semaines, on sort la partie analyse de CV, tri de CV volumique. Ok, bon, on va revenir sur tout ça. Ça fait combien de temps que tu as co-créé Trimoji du coup? Ça va faire. En fait, on a créé la société 2020, mars 2020, une semaine avant le premier confinement. Ok. Cool, tu vois. Donc bon timing. Ouais, super, top. Bon, au final, c'est pas plutôt grave, cool parce qu'on a créé la plateforme à ce moment-là. Oui. Il fallait intégrer tout ce qu'on avait fait. De toute façon, c'était pas l'époque où tu allais rencontrer des clients. Il fallait déjà que tu développes et c'est ça. Donc trop cool. Ouais. Et en fait, on a commencé à commercialiser janvier 2022. Donc là, ça fait littéralement 2 ans et quelques jours. Là, on est le 13 février. Donc du coup, ça fait 2 ans et 2 mois. Ouais. Ok. Et 1 mois et demi. Quoi. Ok. Bon, on va revenir sur tout ça. Avec du recul, quel conseil tu donnerais à une personne qui aujourd'hui aurait envie d'entreprendre dans le milieu RH? Toi qui as entrepris dans ce milieu que tu connaissais pas au départ. Vends ta solution avant de la développer. C'est-à-dire, renseigne-toi, rencontre.
Va voir du monde, va voir des RH. Signe un contrat avant de développer ta solution. Pas simple. Non, mais c'est un pilote. Tu peux faire un truc tu vois, t'as quand même une matière ou un service ou un machin. Oui. Le truc, t'es pas obligé d'avoir le produit parfait pour commencer à bosser. Signe ton contrat, démerde-toi pour délivrer un machin. Tu le fais à la main dans un premier temps, et puis dès que le téléphone il sonne et que tu peux plus gérer et que tu dois automatiser, t'automatises quoi. Ok. Alors tu as cité, on va revenir maintenant sur Trimoji, tu as cité effectivement tout un tas de tests divers et variés qu'on a peut-être tous plus ou moins utilisés à différents moments de notre carrière professionnelle. Ah, on dit questionnaire. Questionnaire. Ou inventaire de personnalité. Ah, c'est carrément. Test, il y a une notion d'échec ou de réussite. D'accord. Ce qui est évidemment pas le cas. Bah non, oui. En fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. On est d'accord. Donc du coup, ça fait peur aux candidats. Et justement, comment est-ce que Trimoji remet en question, innove autour de ces sujets? Qu'est-ce qui ferait que moi, RH, je suis aujourd'hui RH en entreprise, j'utilise l'un de ces questionnaires, l'un de ces modèles. Pourquoi est-ce que je devrais effectivement arrêter de remettre ça en cause? Tu vois, plus utiliser Disque par exemple pour mes évaluations de candidats ou mes évaluations internes en mobilité. Et qu'est-ce que va m'apporter Trimoji que m'apporte pas telle ou telle solution type Disque? Voilà, j'ai pris celui-là au hasard. Ok. Déjà on combine tout en un, donc c'est une solution tout en un. On a 3 valeurs chez Trimoji. D'où le nom Trimoji. Ouais, on aime bien tout ce qui marche par 3. D'accord. Rapide, ludique, complet. Rapide parce qu'on est l'assessment le plus rapide, le trieur de CV le plus rapide. Ludique parce qu'on essaye de faire un truc hyper intuitif, accessible aux candidats et aux recruteurs aussi. C'est-à-dire que les gens, pour onboarder sur notre solution, ils peuvent le faire en autonomie, tu vois. Après, il y a une petite formation qui va avec, mais c'est méga intuitif. On a bossé. Formation pour les RH pour l'analyser. Aussi, ouais. En fait, on a bossé à la fois de la vulgarisation, mais sans dénaturer, tu vois, le contenu du truc. Et complet, c'est pas parce que tu fais un truc accessible que tu t'oublies des infos. D'accord. Et ce qui pourrait faire pencher dans la balance, en général, tu vois, c'est le prix, parce qu'on est quand même une solution qui essaye de pénétrer un marché. Alors, malgré qu'on double nos prix tous les 6 mois, on reste quand même une des solutions d'assessment les moins chères du marché. En fait, pour visualiser, on vend aussi une vision. Une vision, une mission, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste un outil de testing de candidats, tu vois. On a commencé par ça pour avoir des datas au niveau de l'analyse et de la sélection des candidats, tu vois, en shortlist ou après les premières interviews et tout ça. Et en fait, tu as une verticale dans le recrutement, c'est-à-dire que au-dessus de ça, tu as la rencontre avec les candidats primo, et au-dessus de ça, tu as la préqualification, et au-dessus de ça, tu as le sourcing, tu vois, et quand tu redescends après ça, tu as l'onboarding et ensuite le management des équipes. Et donc du coup, là, tu as toute la verticale un peu RH, donc du sourcing jusqu'au management, en passant par la précal, les interviews, les analyses de candidats, la sélection, l'onboarding. Et du coup, en fait, quand on a commencé en 2022, on s'est dit, OK, on commence par un élément, donc la partie soft skills au niveau dans le process de recrutement, pour apporter de la data pour sécuriser un peu. Et du coup, ce qui marchait pas mal, c'est que aujourd'hui, notre portefeuille client, c'est à peu près 60% de cabinets de recrutement. Et c'était nos premiers clients, tu vois. Et ce qui était important pour eux, c'était la marque blanche, parce que en fait, ils ont besoin d'analyse pour rassurer leurs clients. Et en fait, c'est ça, hein, c'est à ça qu'on sert, tu vois. C'est rassurer les gens. T'inquiète, avec lui ou elle, ça va le faire, tu vois. Et du coup, ça vient confirmer ou infirmer les présomptions que tu aurais sur un candidat ou une candidate en l'ayant vu pour la première fois. En gros, tu la rencontres, cette personne, la première fois, tu lui envoies une analyse, un questionnaire, tu vois, en baissant son biais de désirabilité sociale, c'est-à-dire en la rassurant en disant c'est pas une étape bloquante dans le recrutement, machin, tu vois. Voilà à quoi ça sert, c'est pour aller récupérer des infos pour savoir si tu vas t'éclater dans ce job et machin. Et ensuite, si ça confirme ce que tu avais perçu chez la personne, ok, cool. Donc ce truc-là, tu peux t'en servir pour aller appuyer cette candidature. S'il y a un écart par rapport à ce que tu as perçu toi, tu te dis, c'est bizarre. Donc là, investigation. Ou alors, je te boot, tu vois. Parce que si t'es pas la même personne devant et sur le papier, c'est bizarre, tu vois. Donc ça, c'était le premier niveau, c'était en 2022, tu vois. Et puis après, en fait, la première question qu'ils ont eue, c'est
Aurel, c'est cool, hein, 18 pages d'analyse, c'est cool. Mais du coup, quelles questions je pose au candidat, tu vois. Comment je débriefe des trucs. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on fait intervenir l'IA. On va créer un robot qui analyse les 18 pages pour toi, avec la connaissance de toute la psychométrie, pour toi, qui analyse aussi les feedbacks, parce que ça, c'est aussi un élément clivant chez nous, c'est qu'on est la seule solution d'assessment à récupérer le feedback du candidat sur sa propre analyse. C'est-à-dire que le mec, il passe son questionnaire, il a accès à son résultat, et ensuite, on lui affiche un miroir et on lui dit avec quoi t'es d'accord ou pas d'accord. Et le mec, il va dire, ok. C'est en autonomie, en fait. Et en autonomie, ouais. D'accord. Et donc, du coup, le candidat, il est chez lui, il peut le faire sereinement, on va dire. Ouais. Et puis en plus, il a pas l'impression d'être mis dans une case, puisque avant de lui envoyer le questionnaire, tu lui dis, t'auras accès au résultat, tu pourras dire avec quoi t'es d'accord ou pas d'accord, machin. En fait, l'idée, c'est rassure, et que la personne, en fait, elle voit le truc plutôt d'un côté ludique et connaissance de soi, et pas bloquant dans le recrutement, parce qu'au final, ça l'est pas, tu vois. Ça devrait pas l'être, en tout cas. C'est juste, moi, j'aime pas l'outil d'aide à la décision. J'aime bien le mot outil d'aide à la discussion. Ça doit ouvrir un échange avec la personne. Et comme je te disais en préambule, ça fait à peine une centaine d'années que ça existe. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, peut-être que ça va taper à côté, tu vois ce que je veux dire. Ouais. On peut pas résumer une personne à 6 dimensions ou 12 dimensions comme ça, tu vois. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir des éléments un peu prédictifs et puis d'aller taper dans le débrief des trucs qui vont aller rattacher une expérience de la vraie vie de la personne. C'est-à-dire que j'ai remarqué que tu étais plutôt organisé, tu as l'air plutôt d'accord avec ça, est-ce que tu peux me donner un exemple dans lequel tu as su faire preuve d'organisation dans ta vie privée, perso, pro, tu vois. Et là, tu vas aller récupérer des facts, tu vois, c'est un peu la méthode STAR, Situation, Task, Action, Result. C'est en gros, tu vas aller récupérer de la data réelle pour pouvoir confirmer ou infirmer le machin, tu vois, qui a été perçu par l'analyse. Ça, c'est des data points qui sont importants parce qu'après, tu peux les imager, tu peux les confirmer. Donc ça, c'est la stratégie un peu. Et le robot le fait pour toi. C'est-à-dire qu'il va générer une trame de 20 questions par rapport à son analyse, par rapport à l'avis qu'il a sur lui-même, etc., etc. Et ça a vachement aidé nos clients. Et après, derrière, ils avaient des problématiques aussi de comparatif. En gros, aujourd'hui, à date, Trimoji, c'est 6 rapports en marque blanche. Donc, tu as un rapport de brief de poste, et ça a été une clé aussi pour notre solution, c'est que qu'est-ce qui fait que tu vas accélérer ton recrutement? Et ben en fait, c'est la définition des besoins au départ. Oui. Si elle est correctement faite, tu vois, en termes de compétences attendues, connaissances attendues, expérience attendue, soft skills attendus, et ben du coup, tu édites un rapport, tu montres ça au hiring manager en disant c'est ça que tu veux. Le mec, il regarde, il fait ouais, c'est ça. Ok, let's go, on part sur ça, tu vois. Tu recrutes, enfin tu passes dans le process, tu sources, tu précales et tout, machin, etc. Tu rentres tes candidats. T'as des datas qui sont comparables à ce brief de poste, et c'est graphique et visuel, tu les superposes par rapport à ça, et tu montres à ton manager en disant, voilà, j'ai fait la shortlist. Alors, Michel, en fait, avec ce que tu nous as demandé, du coup, voilà ce qu'on a trouvé. Donc, le matching le plus élevé, peut-être que c'est 82%, mais c'est le meilleur qu'on a trouvé. Donc, fais avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Et puis peut-être que si tu veux demain un profil qui a 95% de matching avec ce que tu demandes, peut-être qu'il faudra rajouter 10 000 balles par an. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, comme ça, t'auras un peu plus de gens plus qualifiés en tout cas, qui viendront dans ton pipe. Et du coup, ça permet de poser une note entre guillemets et puis un document de suivi avec ton hiring manager. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que quand t'écoutes ton hiring manager, le process en fait d'intégration après derrière, il va beaucoup plus vite parce que la personne, elle se dit, c'est une personne attendue. On a écouté mon besoin, on l'a pris en compte, on l'a comparé. Et quand t'as une personne qui arrive dans ton équipe et que tu sais que c'est ça que tu voulais, tu dis pas, on me l'impose pas. Et c'est un sujet que tu abordes qui est pour moi important, parce que tu vois, je voulais te poser comme question, c'était effectivement le persona candidat idéal pour le poste que j'ai à pourvoir. Je suis hiring manager. Comment est-ce que vous arrivez à créer ce persona candidat idéal en fonction effectivement des soft skills liés au poste à pourvoir? Alors aujourd'hui on fait soft et hard skills du coup, et en gros l'idée c'est que tu vas donner à manger à l'IA, tu vois, tu utilises GPT, ChatGPT. Oui, j'utilise, oui. Tu donnes des informations et ensuite il va les traiter et ensuite il va te recracher une réponse. Et du coup c'est de la même manière, c'est-à-dire que tu vas mettre en entrée
tout un tas d'informations, donc titre du poste, intitulé, taille de la boîte, tout ça. Ça, c'est dans Trimoji, ça. Ouais, en fait, D'accord. grosso modo, tu copie-colles ton brief de poste ou ton annonce dans Trimoji, t'appuies sur un bouton, t'attends 1 minute, t'as le profil idéal soft skills, une proposition en tout cas, avec des curseurs que tu peux modifier. Qu'on peut modifier, voilà. C'est pas de l'argent, on peut amener sa touche personnelle en fonction aussi de sa connaissance. Exactement, c'est une recommandation. Et de sa culture d'entreprise, forcément. Exactement, c'est une reco. On te dit, bah voilà, il faut qu'il soit plus comme ci, comme ça, comme ça, sur différents, sur les 12 dimensions de notre modèle. Et qui sont aussi conjointes à des modèles que tu connais, tu vois, avec différentes représentations que tu connais. Et en général, les gens, ils connaissent le DISC, le Big Five, MBTI, quand ils sont dans le recrutement, ça va. Et du coup, par contre, il y a un truc, c'est que tu peux aussi, c'est ludique dans le sens où t'es avec ton hiring manager, tu crées ton profil idéal. Et là, il va dire, ah non, mais moi, je veux qu'il soit comme ci, et puis comme ça, et puis comme ça. Il n'y a pas 5 pattes. Parce qu'il n'y a pas le risque que le manager, ils veulent qu'il soit parfait sur ne sais combien de composantes. Exactement. Ça, c'est la hantise des recruteurs. Oui. Personne qui te dit, voilà, je veux tout et son contraire. Et ben, en fait, dans Trimoji, quand tu mets un curseur sur une dimension à droite, c'est comme du yin et du yang, en fait. Quand tu gagnes un truc, tu perds autre chose. Et bah, du coup, ça te montre que si tu déplaces le curseur à droite sur cette dimension-là, tu perds ça ou ça par rapport aux autres dimensions. Et en temps réel, tu vois que le truc, en fait, tous les curseurs, tu peux pas les mettre à droite, tu vois. Oui, ce qui est pas possible, de toute façon. Ce qui est impossible. Et donc, du coup, ça te force à créer un profil qui existe dans le monde. Tu vois? Ce qui nous sort des annonces que l'on voit, des fois encore trop souvent, avec des dizaines de bullet points sur les compétences attendues, et on se dit mais qui est cette personne en fait? Qui est cette personne? Comment est-ce qu'elle est capable de faire tout ça, de répondre à tout ça? Tout ça pour un poste d'opérateur de production pour un CD de 6 mois au SMIC. C'est que j'exagère à peine, mais des fois, c'est des choses que l'on voit, quoi. Donc, mais après l'idée c'est que tu peux créer ton profil idéal. Et par contre, visuellement, tu verras que tout ce que tu as sourcé comme profil, avec ce profil idéal, bah, le max c'est 72 ou 74% de matching par rapport à ton besoin. Tu dis bon bah et après t'orientes ta stratégie. Est-ce que je dois aller sourcer ailleurs? Peut-être que c'est ce job board qui est pas bon pour aller sourcer ce type de profil, ou plutôt peut-être que j'attire pas les bonnes personnes. Et après ça c'est pas mon job, tu vois, c'est la sauce du recruteur de se dire ok, on va aller sourcer autre part. Après là on va faire une annonce normalement sur l'année 2024, c'est un peu notre projet, mais l'idée c'est de remonter cette chaîne de valeur du recrutement. Et j'entends depuis 2 ans des recruteurs qui me disent oui, le sourcing. Je fais ok. Donc le Persony là, on a sorti en janvier. Avant en 2023, on a sorti le Persony. C'est le persona candidat idéal. D'accord. On aime bien tout ce qui finit par I, tu vois, chez Trimoji. Et en gros, on a sorti le candidat idéal version soft skills. Là, en janvier, on a mis le persona idéal version hard skills. C'est-à-dire que l'IA va aller capter dans ta fiche de poste ou ton annonce, machin, etc., les compétences clés attendues, le niveau de diplôme attendu, l'expérience idéale attendue dans telle taille de boîte, dans tel secteur, dans tel machin. Ça va créer aussi un référentiel de compétences et de connaissances dans un référentiel qui est connu en fait internationalement. Donc t'as le code associé pour les types de postes, pour ceux qui connaissent un peu le code ROM mais version américaine internationale. Tu vas avoir un 35 compétences, 28 connaissances, mathématiques, machin, truc bidule, enfin bref. Et on met ça dans un truc qui est un référentiel. Donc on va analyser le besoin, on va le mettre tout ça dans un référentiel. Toujours tu peux augmenter machin, tu vois, avec une reco. Donc, tu peux augmenter, baisser certains trucs. Tu valides ton besoin. Et ensuite, tu vas pouvoir aller regarder les CV et la personnalité. Et en général, les gens screenent déjà les CV, qui font déjà un pré-tri, tu vois, par rapport à ça. Et puis ensuite, dans le process de recrutement, pour les 3-4 qui ont passé la barrière, bah, du coup, t'envoies les analyses de soft skills pour avoir des data points un peu plus intéressants pour pouvoir conduire et sécuriser un peu plus ton recrutement. Et nous, ce qu'on veut faire, là, sur 2024, ça va chier. C'est créer le premier sourceur autonome sur LinkedIn. C'est-à-dire que c'est un robot qui va se balader sur ton compte Premium ou LinkedIn Recruiter ou Sales Navigator, qui va faire des recherches booléennes à ta place en fonction de ton profil idéal, qui va aller screener les CV, qui va télécharger les PDF associés à chacun de ces profils, qui va les mettre dans notre machine de tri de CV, qui va les scorer et qui va te faire ta shortlist. Bah, du coup, c'est la mort de tes clients, c'est la mort des cabinets. Mais pas du tout. Je suis provocateur, hein, je me doute bien que non, mais... Mais non. Nous, on est le bras armé. Ça fait 15 ans que j'entends qu'on va tuer les cabinets de recrutement. Ça n'existe pas, c'est pas possible de toute façon. Bah oui. Mais l'idée, c'est que
on veut être le bras armé des recruteurs. D'accord. Et toutes les tâches chronophages chiantes, c'est pour nous, tu vois. C'est un outil et qui devient une solution parce que c'est une suite d'outils, finalement. C'est une suite logicielle, tu vois. Mais, qui tu vas recevoir en entretien? C'est pas à nous de te le dire. On te fait une reco, tu choisis toi-même, tu vois ce que je veux dire. Et puis, de toute façon, ça va te libérer des tâches chronophages. Je veux dire, le sourcing, quel chiant pour un recruteur, tu vois. Enfin, pour lire 1000 CV. Il y a des passionnés, hein. Ouais, des passionnés. Bah oui, Guillaume Alexandre, que j'ai reçu en podcast, voilà, par exemple, voilà. Qui est un king du bouléen. Mais tous n'ont pas le niveau de ce gars-là, tu vois ce que je veux dire. Et puis quand t'es une grosse boîte, que t'as une belle marque employeur, tu reçois, je sais pas. En fait, le problème, c'est que les mecs, ils ouvrent une annonce et en une journée, ils se mangent 100 CV, 200 CV. Ouais, tu peux. Tu vois. Et du coup, moi, je suis en train de recruter, tu vois, des chefs de projet marque employeur pour ma petite structure. En 3 semaines, et encore à peine 3 semaines, en 2 semaines, on a reçu 300 CV à peu près. Et voilà. C'est un truc de fou. Et on est une petite boîte. Ouais, c'est ça. Donc t'imagines une banque. Ou une grosse boîte du CAC 40 ou ce genre de truc, quand les mecs ils ouvrent une annonce, ils ont une flopée de CV. Puis aujourd'hui en plus c'est tellement simple de candidater. Oui. Les mecs ils candidatent à plusieurs offres en un clic, tu vois ce que je veux dire. Donc tu facilites la candidature pour les candidats, mais tu surcharges les recruteurs. Et donc du coup l'idée c'est d'aller faire ce préfil parce que je discute avec mes clients et tout pour scanner pour lire 1000 CV, ils passent une journée, tu vois. Une journée de taf, 8 heures. Et le mec a un œil expérimenté. Ouais, parce que c'est déjà énorme, 1000 CV. Hein. Ouais. Tu ressors tes vanné. Il fait que ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'as 8 heures de taf qui est dédié à 1000 CV. Mais il les lit en diagonale et le seul truc qu'il fait, c'est à droite, à gauche. En mode géolocalisation, niveau expérience la plus récente et niveau de diplôme le plus élevé. Ouais, donc temps de lecture du CV très rapide, quoi. Et lecture de CV en 1-2 secondes, tu vois. Tac, 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 il met à droite et à gauche. Ensuite, il récupère sa pile qu'il a pré-triée. Et là, il commence à relire en diagonale et refaire son tri tout machin. Et des heures de machin. Mec, c'est quoi ce taf? Tu vois? Enfin, c'est un machin, en fait, juste pour aller regarder des mots-clés. C'est quoi? C'est nul, tu vois. C'est comme, enfin bref. Pour moi, c'est pas une tâche, à valeur ajoutée pour un humain. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, tout à fait. Donc, ton boulot à toi de recruteur, c'est d'aller sonder le plus de besoins possible, d'aller parler avec ton hiring manager, d'aller récupérer le maximum d'infos possible. C'était la question que j'allais te poser. Quel conseil tu donnerais à un recruteur qui utilise Trimoji, une solution comme Trimoji, pour être efficient dans son job? Qu'est-ce qui est indispensable? Parle à tes clients, parle à tes candidats. Ouais. Tu passes, plutôt que de te dire, allez, je vais faire un brief de poste en 1 heure dans un coin de couloir ou repartir d'une fiche de poste déjà existante et puis rajouter 2-3 trucs. Prends un moment, déplace-toi, t'auras plus de temps parce que vu que les journées que tu passeras pas à screener des CV, tu vas pouvoir les passer à t'immerger dans le service du type, voir la boîte comment elle est, les gens comment ils sont, machin, etc. Il y a des machins que tu vas les capter toi en tant qu'humain sur le terrain que tu vas devoir retranscrire dans la machine et la machine elle pourra pas le capter, tu vois. Qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire que le maximum d'informations que tu donnes à une IA, le moins d'erreurs elle fera en sortie. D'accord? Si tu mets que 3 bullet points, ça va te sortir un machin qui ressemblera à l'autre, tu vois. Et toi, tu vas aller récupérer peut-être des informations qui en fait pour toi n'ont pas l'air d'être hyper pertinentes, ou en tout cas tu l'aurais pas mis dans une annonce ou un truc comme ça. Mais si tu le donnes à manger à une IA, lui il va en faire quelque chose, tu vois. Donc, et ça, c'est passe plus de temps à faire tes briefs de poste, fais un audit correct, tu vois. Ok. Vraiment poussé. Après, tu as ton screening de CV qui va être semi-automatisé, ton sourcing semi-automatisé. Tu vas rencontrer les gens. Fais-toi un avis très très sincère et très complet sur la personne. Ensuite, confirme ou infirme avec un machin sur les soft skills. Et puis ensuite, prends la décision finale, quoi. Du coup, utiliser Trimoji, est-ce que ça transforme un peu mon process de recrutement? Est-ce que ça transforme ma stratégie de recrutement? Ça l'accélère. Ça l'accélère? Bah, c'est la structure et ça l'accélère. Vu qu'on a un rapport à chaque étape clé du recrutement, ça t'oblige à processer ton machin. Et ça, en vrai, c'est ce qui a plu aux cabinets de recrutement, les premiers cabinets de recrutement qui nous ont fait conscience, c'est que, en gros, tiens, je vais te poser une question. Tu sais pourquoi, en France, je fais juste le marché français, pourquoi 80% du marché du recrutement, des cabinets de recrutement, c'est des cabinets de 1 à 10 personnes. T'as 5%, c'est des cabinets de 200, de 10 à 200 ou 300 personnes.
d'accord? Et au-dessus, t'as 300 à 40 000, genre les gros du marché, Ouais, des Randstad et machin. Pourquoi il y a autant de petits cabinets? Pourquoi il n'y a pas plus de gros? Et il y a de plus en plus de freelance, d'indépendants en plus. Aussi, ouais. En tout cas, clairement, c'est une véritable tendance aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est marrant parce que j'ai eu un cabinet, si tu veux, je me suis jamais posé la question. On faisait partie des 5%, donc tu vois, on était dans la deuxième En classe. plus, tu vas pouvoir confirmer ou infirmer ce que je vais t'annoncer, ce que j'ai compris. Moi, ce que j'ai compris, tu vois, c'est à force de parler, puis ça, c'est le podcast aussi qui m'a aidé un petit peu. Tu vois, tu peux parler en off, puis t'en parles pas aussi pendant les épisodes. C'est un plafond de verre. T'as un plafond de verre qui est lié à l'opérationnel du fondateur. C'est-à-dire que le fondateur, ses premiers clients, c'est ses potes ou des gens de son réseau. C'est vrai. Qui va aider des gens à recruter. C'est comme ça que tu lances ton activité, on va pas se mentir. Exactement. Ouais. Et donc du coup, les cabinets qui arrivent pas à scale, qui arrivent pas à développer ou passer à l'échelle et à passer cette barrière de 10, c'est en fait le fondateur, il reste dans l'opérationnel. Et donc du coup, tu as ses clients qui font attends Michel, tu me connais comme pas deux, tu vas pas mettre un junior qui va faire ton taf. Alors pour le coup, c'est totalement exact parce que ce soit François et moi, on n'était plus vraiment dans l'opérationnel assez vite. Très très vite, on a recruté pour faire et pour produire quoi. Et tes premiers clients, ils ont eu des réticences à te laisser partir? Ça n'a pas été toujours facile. C'est une bonne question, hein. Et même certains clients disent mais c'est pas toi Florent qui va faire les entretiens? Et non quoi, si tu veux, j'ai 25 consultants. À un moment, non, c'est plus moi. Donc alors après dans la vraie vie, effectivement, il s'avérait que sur certains candidats très précis. Ou sur certains recrutements très clés de clients clés, oui, on intervenait, que ce soit François ou moi, pour rencontrer quelques candidats en phase finale, mais on faisait plus tout le sourcing, on faisait pas toute l'analyse de base, etc. On faisait pas la brief de poste. Quel est l'intérêt de faire le brief de poste si tu fais pas le sourcing? Voilà. Enfin, je le vois encore. Hein, j'ai échangé avec des confrères qui me disent moi je fais le brief de poste, puis après je le donne à quelqu'un qui est dans mon équipe. Non, laisse ta personne faire le brief de poste. C'est quoi l'intérêt de lui transmettre une feuille de papier? Enfin, c'est un peu téléphone arabe en plus, c'est hyper dangereux quoi. Tu perds les infos au passage. C'est sûr, c'est certain. Mais tu vois, ça c'est la clé, c'est comment je peux compartimenter tous les postes clés de ma boîte, donc sourceur, précal, rencontre, analyse, et puis shortlist et tout ça, tout mon process de recrutement, comment je peux mettre des hommes clés, des hommes et des femmes clés à chaque étape et diviser mon activité comme un service en fait, ou comme à l'usine. Si je peux faire une petite analogie par rapport à ça. Mais l'idée c'est un peu la clé du scale, c'est de pouvoir mettre quelqu'un de junior à la place d'un poste senior et qui fasse la même qualité de travail. Ça c'est la clé de la scalabilité, tu vois. Et en fait, t'as plein de cabinets qui n'arrivent pas à passer ce truc-là parce que le fondateur, en fait, il est encore trop lié à ses premiers clients et qu'au final, il fait du sourcing, il fait des rencontres candidats, machin, etc. parce que ses clients, ils veulent pas bosser avec quelqu'un d'autre, en fait, que lui. Et vu que dès le départ, il a pas structuré son process, son activité et qu'il a mis en avant plutôt son expérience, son doigté, son feeling, son instinct, machin, etc., il s'est rendu indispensable pour son client. Et au final, il a pas dit, c'est mon process qui fait que ça marche. Il a dit c'est moi qui fait que ça marche. Et ça, tu vois, c'est une erreur pour moi. D'accord. Parce que tu peux avoir une qualité humaine de discernement, etc., mais en fait, que le succès repose que sur une personne, non, tu vois. C'est le process et de la data. Alors moi, je suis très data aussi, tu vois, mais l'idée, c'est que tu peux dire, en fait, t'inquiète, c'est géré, c'est Florent ou Mathias qui s'en occupe. De toute façon, les livrables que tu vas recevoir, ça sera de la même qualité que les miens. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça, c'est la clé de la scalabilité. Et c'est ça qu'on offre un peu au cabinet. Et ça me fait plaisir parce que nos premiers clients, c'était des cabinets, tu vois, qui étaient 3, 4, machin. Et aujourd'hui, tu vois, c'est des cabinets, ils sont 20, 30, 40, ils sont en plusieurs villes en France, machin. Et je suis trop content de ça, tu vois. Et tu disais que aujourd'hui, 60% de tes clients étaient des cabinets? 62% exactement. Donc les 38%, c'est qui? En fait, t'as 20% qui est ETI Grand Groupe. Ouais. Et après, le reste, tu vas avoir des cabinets de conseil RH, tu vas avoir des cabinets de coach, tu vas avoir des écoles, des CFA, des centres de formation et aussi des fonds d'investissement. D'accord. Donc c'est un peu, mais c'est pas des cibles qu'on va chercher, c'est des cibles qui viennent à nous. Tu vois, nous on va chercher les cabinets parce que c'est nos clients de cœur. Okay. On a mis la marque en blanche en place et en plus c'est eux qui nous ont permis de vivre et de nous développer au début. Donc ils sont pas obligés d'afficher à leurs clients qu'ils utilisent Tremoji en fait. Non, pas forcément. Il y en a qui le laissent, il y en a qui. Tu t'en fous en fait. C'est pas ton sujet. Mais moi j'ai pas d'ego moi. Ouais. Je m'en fous en fait que tu mettes mon logo dessus. En fait mon why il est plus grand que ma petite fierté perso, tu vois.
C'est si je te mets un outil qui te permet de faire des meilleurs recrutements et tu vois, je m'en fous en fait. Et puis pour les ETI et grands groupes, la clé, ça a été l'intégration dans les ATS. D'accord. Ça a été la clé. Vous travaillez avec tous les ATS ou comment tu fonctionnes? On peut travailler avec tous les ATS. Aujourd'hui, on a des partenaires. C'est via API, enfin, ça rentre dans la technique, c'est OK. Ouais. En gros, les ATS sur lesquels on s'est intégré. Le premier, ça a été Fletcher, tu vois. Justement parce que ça a été un podcast que j'ai fait avec Valentin, le fondateur de Fletcher. Et puis ensuite, on s'est intégré à Thalys, à Ernest, à Tim Taylor, à Nikoka. Et puis, en fait, on est capable de s'intégrer dans n'importe quel ATS du moment qu'ils ont une connexion API. Et tu deviens plus une charge, tu deviens une fonctionnalité de l'outil que les recruteurs utilisent tous les jours. Et ça, c'est méga simple, tu vois. Surtout quand tu as de gros volumes à traiter. Les soft skills, c'était un peu plus compliqué parce que c'était du nice to have. Tu vois, c'est pas un must have. Le must have, c'est un peu l'ATS parce que voilà, quand j'ai des machins à traiter, ça c'est must have. Donc c'est compliqué à vendre en vrai, un nice to have, tu vois. Parce que c'est compliqué. Point. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, ça part quand même, tu vois. Mais ça veut dire que quand tu vas chercher un nice to have, ça veut dire que le must have, tu les as déjà. Tu vois. Donc tu vas pas commencer par nice to have, ça n'a pas de sens. Non. OK. Et du coup, là, on va devenir un must have. Parce que on a rajouté cette partie traitement de CV, tri de CV, analyse IA, interprétation des CV en compétences, connaissances, expériences, machin. On a même créé une formule mathématique pour calculer la dégradation de la compétence au cours du temps en fonction des expériences et tout. Enfin, c'est un délire. Je rentre pas dans le détail, mais c'est méga puissant, quoi. OK. Je peux utiliser Trimoji pour faire un scan complet de mon équipe. J'ai une équipe aujourd'hui, je suis un nouveau manager, j'arrive. J'ai 20 personnes dans mon équipe. Est-ce que je peux me dire, tiens, j'ai envie de faire un scan complet de mon équipe et puis de cartographier quelque part les soft skills et les hard skills de mon équipe? Bah ouais. C'est techniquement possible, ça. En 14 minutes. Par personne. Non. 14 minutes, c'est le temps de passation du soft skills. Ouais. 1 seconde, c'est le temps d'analyse de son CV à jour. Et t'as ta cartographie comme ça. Mais en vrai, en une demi-heure, c'est bon parce que on met en place. Alors il y a des boîtes, des conseils RH et tout ça qui vendent cette formation ou ce team building avec notre solution. C'est qu'en gros, on leur a donné, et pour ceux qui me connaissent et ceux qui vont écouter ce podcast, je les rabâche suffisamment depuis des années. C'est les 3 histoires issues du sport. Donc t'as la première histoire, c'est avec Billy Bean, la deuxième avec Rafael Nadal et la troisième avec Claude Onesta. Et en fait, ces 3 histoires issues du sport, elles te disent qu'il y a 3 clés pour créer un collectif extraordinaire. La première, c'est identifier les forces et les faiblesses dans ton équipe et créer ton collectif en fait en fonction de la complémentarité. T'as une force, et ben je vais aller combler un point d'effort d'une autre personne et machin. Billy Bean, voilà, ceux qui ont vu Le Stratège ou Moneyball, ils comprendront. C'est allez le voir, il est sur Netflix. Si vous n'avez pas Netflix, essayez de le voir autrement, mais cool. Il a gagné 24 matchs d'affilée avec une équipe composée de joueurs à la retraite, des joueurs déclassés, des joueurs dont personne ne voulait dans les années 2000. C'est un mec qui a introduit les statistiques dans le sport. Aujourd'hui, quand tu regardes un match, t'as le taux de passation, le truc, le bidule, etc. dans tous les sens. On le doit à ce gars-là, tu vois. Première clé, identifie. Mesure. Deuxième clé, bosse sur tes forces d'abord. Rafael Nadal, 14 fois Roland Garros, vainqueur. Il a commencé en fait à jouer sur son coup droit en priorité. En fait, son coach il lui a dit ton revers il est tout pourri, Rafou. Donc du coup, ce que tu vas faire, tu bosses ton déplacement latéral, tes déplacements sur le terrain, rapide, tu bosses que ça, et ton coup droit, tu mets des patates à fond. T'essayes de faire en sorte que 90% des balles qui t'arrivent en face, tu les chopes sur ton point fort. Et après on verra. Résultat, il arrive parmi le top 100, et là il a commencé à bosser son revers. Et après t'as du mental, l'entraînement, machin, faut pas déconner, tu vois. Et numéro 1. Donc, deuxième clé, c'est bosse sur tes forces avant tes points d'effort, parce que c'est plus facile de se réveiller le matin en se disant je vais être meilleur dans un truc où je suis déjà bon à la base, et du coup là tu vas surperformer sur un truc où déjà tu te dis ouais, je vais devenir un king dans ce truc-là. Alors qu'intuitivement on pourrait penser l'inverse. De bosser d'abord sur ses faiblesses, ouais. C'est ce que fait l'école. Ouais. L'école, il crée des gens moyens, tu vois. On te dit pas ah t'es bon en sport et en histoire, et fais que du sport et de l'histoire, tu vois. Non. On dit fais du français, fais des maths, fais des machins. Le gamin, du coup, il sort, il est moyen partout. Alors que si t'identifies ses forces et tu dis ça te fait kiffer l'histoire, ouais, bosse l'histoire à fond la caisse, quoi. Je te mets un gros coefficient sur l'histoire, soit en 4 ans tu sors, t'es historien, tu vois. Ouais, t'es la référence de l'histoire dans l'école, quoi. Ouais. Et en fait, c'est plus intéressant de créer des stars sur des trucs où t'as des facilités. On est tous différents, d'accord ?
et du coup, alors ça c'est un peu notre mode de jeu. On est tous différents. Reste à savoir comment. Mais l'idée c'est qu'on est tous différents. On a tous des forces et des points forts et des points d'effort. Tu vois. Et si tu bosses d'abord tes forces, tu vas être parmi les meilleurs. Et ensuite c'est en bossant tes points d'effort que tu seras le meilleur. Tu vois. Donc ça c'est la deuxième histoire. Et la troisième, c'est de dire que avec Claude Onesta, lui c'est un coach. Tu vois. Il a gagné des coupes du monde avec le handball et machin. Et l'idée c'est que il a une technique, c'est que il va identifier pareil que Billy Beane les forces et les faiblesses dans son équipe, et il va placer les joueurs sur leurs points forts. T'es un dribbleur, tu dribbles. T'es un passeur, tu passes. T'es un coureur, tu cours. Point. Et en fait, quand tu places les gens sur le terrain stratégiquement sur leurs points forts, et ben du coup, ça crée des collectifs qui sont super forts, tu vois. Si tu résumes ces 3 clés, c'est identifie, fais bosser sur les forces et place-les dans les environnements où ils peuvent exprimer leurs forces. Et du coup, si tu fais un parallèle avec, alors nous on faisait le parallèle avec les soft skills, mais grosso modo, il y a des gens qui ont des forces naturelles. Il y a des gens qui sont très bons à faire des trucs à la dernière minute, tu vois, qui gèrent super bien le stress et tout machin, qui gardent la tête froide dans ce qu'elles veulent. Puis t'en as d'autres qui sont plutôt dans l'organisation, le planning, les machins, nanana. T'as des gens qui sont créatifs, t'as des gens qui sont un peu moins créatifs, mais qui ont d'autres compétences. T'as des gens qui préfèrent travailler tout seuls, d'autres qui sont des team players et machin, etc. Si t'arrives à détecter ce truc-là, tu vois, et en fonction de ce qui t'arrive en face, en tant que manager, c'est un putain d'outil, tu vois. J'ai un truc à faire à la dernière minute, je sais qu'il faut l'envoyer à Martine. J'ai un truc à planifier sur 3 mois et je sais qu'il faut que ça soit livré et que ça soit fait, tenu au cordeau, machin. Je vais l'envoyer à Kevin, tu vois. Donc ça te donne en fait des billes pour le talent management. Et là, une fois que t'as répondu à ces trois histoires, tu leur présentes ça à tes collabs, tu leur fais, est-ce que ça vous dit de découvrir vos forces et vos points d'effort? Ah bah ouais, top. Flasher ce QR code, les mecs ils le font sur leur téléphone et ils ont le résultat instantanément. Et ensuite, le manager, il affiche tout le monde à l'écran et visuellement, ils peuvent voir, regardez, vous êtes vraiment tous différents. Ok. Aujourd'hui, Trimoji permet quelque part l'évaluation. Est-ce que aujourd'hui ou demain, vous allez travailler sur des solutions pour le développement des soft skills? Précise ta pensée. Concrètement, Trimoji va mettre en exergue effectivement, je suis très très bon sur ce point, peut-être un peu moins bon, un peu plus en retrait sur ce point versus les attendus du poste. Est-ce que vous allez travailler, est-ce que vous allez vous proposer des modules pour qu'un de mes collabs que j'ai recruté en connaissance de cause, peut-être effectivement, peut-être un peu plus faible sur tel ou tel point comme je l'avais versus ce que j'avais imaginé, m'aider à le faire monter en compétence sur tel ou tel sujet. Est-ce que c'est un axe de travail où tu dis non, ça c'est pas mon job, c'est pas Trimoji, il faut s'entourer de spécialistes, d'experts, de coachs, que sais-je, sur tel ou tel point? Déjà, j'ai une roadmap. Nous avons une roadmap. Il y a Bricky, Formi, Hatsi, Mobi, Nexti, Teamly. Ça, c'est les noms de projets internes. On aime bien tout ce qui finit par I. Tous ces projets-là, c'est notre... Je les vois, mais je ne peux pas les prendre en photo. Mais je peux te les expliquer si tu veux. Mais en gros, c'est là où on va, tu vois. C'est des briques. Et ça va jusqu'en 2028, je peux vous le certifier. Oui. Voilà. Et en gros... avoir une vision pour digitaliser vraiment une grosse fonction RH. J'ai pas validé à faire du service. D'accord. Je fais pas de service. Moi, je mets dans les mains un outil. Quand les gens ils me disent oui, mais il faut faire du service, machin, etc. C'est pas, en fait, c'est différent. Au niveau du business, c'est complètement différent. Moi, l'idée, en plus, je connais mes forces. Mes forces, c'est que je suis assez créatif, je suis multitâche, machin, etc. Je suis pas très bien organisé. Donc, du coup, je recrute des gens qui sont plus organisés que moi, tu vois, et plus des gestionnaires et tout ça. Et les gens des doueurs. Et en fait, l'idée c'est que quand on développe un outil qui SaaS, si tu commences à faire du service, c'est chronophage de fou. Et vu que moi, je suis pas quelqu'un de hyper gestionnaire et machin, etc., bah, du coup, je préfère avoir une petite team et plein de clients que une boîte de 300 ou 400 collaborateurs. Ça, c'est pas mon kiff, j'en ai rien à foutre en fait. L'idée, c'est d'avoir le meilleur SaaS, bras armé du recruteur au monde, en étant 10. Ça, c'est le rêve, tu vois. Mais peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on n'y arrivera pas, ou un peu moins, tu vois. Peut-être qu'il faudra être 20, mais l'idée, c'est que je veux pas déployer une boîte, ou alors ça sera pas moi.
peut-être que ce truc-là, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra ce truc-là. Et si moi, je peux reconcentrer mon attention sur du produit, moins sur du commercial, marketing, etc. Déjà, j'ai commencé à le faire avec un directeur commercial, Davy Correa, là, que je viens de recruter. Cool, tu vois. Parce que je suis pas un vendeur, en fait. Je suis un consultant, je suis un analyste, un scientifique. Et du coup, ce qui me fait kiffer, c'est de parler à des gens et développer le truc où les mecs, quand ils arrivent sur la plateforme, ils font putain, ça, c'est cool, tu vois. Ok, top. Alors Aurélien, j'avais des dizaines de questions, comme d'habitude j'en ai fait 4. J'ai l'habitude sur mon podcast, donc c'est certain qu'il faudra que je te réinvite, que je te réinvite. Mais réinventons-nous en permanence. Réinventons-nous, ouais. Que je te réinvite sur ce podcast dans quelques mois ou années en fonction de l'évolution de Trimoji. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose quand même? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé? Là, tu t'es dit, tiens, Florence, j'aurais aimé en parler. Bah là, on a quand même parlé beaucoup du produit, c'est mis en avant, machin, ça Ouais. fait un peu ça. Est-ce que t'as une question, je sais pas, d'ordre, je sais pas, une baguette magique? Moi, j'aime bien les questions. Alors, j'aime pas la baguette magique, mais j'ai l'anecdote. Est-ce que tu aurais une anecdote pro à nous raconter qui t'est arrivée depuis que tu as créé Trimoji? Un truc qui t'est arrivé, tu l'aurais même pas imaginé, qui t'est arrivé avec un client, un prospect, un collaborateur, un candidat, un utilisateur de Trimoji. Quelque chose te dit, mais waouh, je l'avais pas vu venir celui-là. Qu'en fait, maintenant, on a quasiment une dizaine ou voire une quinzaine de comptes qui se créent par semaine sur notre plateforme. Qu'on a des problématiques de croissance et que du coup il y a les numéros, le top 3 mondiaux du recrutement qui s'intéressent à nous et qui veulent faire des pilotes et un par un du coup voilà. Et en fait ça j'avais pas imaginé ce machin. Et ça te fait peur, ça te fait triper, ça te stimule? Comment tu réagis toi en tant qu'entrepreneur? Je dirais que si c'était il y a 2 ans, j'aurais sauté partout. Tu vois, là, je prends le truc, je fais cool. Mais en fait, je vois le truc à déployer et je réfléchis tout de suite à comment on va automatiser. Parce qu'en fait, on a un goulet d'étranglement sur notre solution, c'est la formation. Et, des utilisateurs. Ouais, parce que c'est quand même un outil complexe, c'est quand même de la psychométrie, de la psychologie, machin, donc il y a quand même des machins à savoir, tu vois. Et comment transmettre une qualité de formation à l'outil et rendre la personne la plus autonome possible, ça, c'est la clé, une des clés de la scalabilité. On en a plusieurs, tu vois. Ce que j'ai dit tout à l'heure, Bricky, Formi, Etsy, tout ça, c'est des clés de scalabilité, c'est des projets internes. Mais grosso modo, je visualise tout de suite, ok, comment on va faire, tu vois. Et on est 7 aujourd'hui, tu vois. On a 220 clients, un truc comme ça, et avec les ratios que je t'ai dit tout à l'heure. Donc on part avec des boîtes qui ont 40 000 collabs, on part avec des recruteurs indépendants, et en fait dans la même journée, je parle à des mecs qui sont en création d'entreprise pour se mettre en freelance recrutement machin, et avec le DRH d'une boîte de 4000 collabs, tu vois. Donc c'est franchement c'est rigolo. Ça c'est des anecdotes c'est intéressant. rigolotes. Et du coup les formations que vous faites, en tout cas vous les faites en distanciel, vous rendez physiquement chez tous vos clients? Les deux, les trois monsieur, les trois mon capitaine. En gros on fait du blended learning, c'est-à-dire que on peut faire du présentiel, full présentiel, on peut faire du mi-présentiel, mi-learning. On a développé aussi ce qu'on appelle un LMS à l'intérieur de la plateforme, c'est un Learning Management System. Ça, c'était très chiant à faire. Très, 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 très long. En gros, tu digitalises toutes tes connaissances et tu la rends accessible dans ton outil. C'est une sorte de bibliothèque de connaissances avec des quiz et machin pour que tu puisses passer une certification. Ça prend du temps, ça, ouais, effectivement. C'est méga long. Mais c'était essentiel, tu vois. C'est pas utilisé comme je le voudrais. En fait, alors je peux passer un appel. Un ami, si tu veux, vas-y. Ouais, je passe un appel. Celui qui veut monter une boîte qui sera une licorne demain, qu'il me contacte avec ce projet-là, s'il vous plaît. En gros, ce que j'ai besoin, c'est un formateur digital. Imagine-toi que tu puisses le faire sur ton téléphone, sur ton PC, qu'il ait la tête de Donald Duck ou Barack Obama, je m'en fous, en deepfake, mais je veux qu'il me parle. Je veux cliquer sur un lien, envoyer un lien à mon client, il clique dessus, ça ouvre une visio, et c'est eye tracking, c'est-à-dire que ça capte si t'es attentif ou pas à ce que la personne te parle. Ça déroule un scénario d'apprentissage. Tu peux le solliciter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
des capsules de 5 minutes ou rester 1 heure avec, tu discutes avec et du coup le truc il déroule son scénario. Tu peux le couper, c'est comme si tu parlais à ChatGPT. Tu dis non attends j'ai pas compris, réexplique. Et il est jamais fatigué et il va dérouler, il va te former comme ça et là ça c'est scalable de fou et ça tu peux équiper tu concurrences déjà tous les LMS du monde, tous les 360 learning ou genre de trucs, etc. Je suis allé sur le salon Learning Technologies, il y en a aucun qui fait ça. Je suis allé poser la question à quasiment tous en disant, voilà le truc, est-ce que vous avez ça? Et les mecs, non. Tu connais PitchBoy? Tu connais pas PitchBoy? T'as ça? Oméric de Sarthe, qui est le fondateur de PitchBoy. J'ai interviewé sur ce podcast, donc j'ai pas de mérite. Il y a une dizaine d'épisodes, j'en mettrai le lien. En fait, il a créé une solution de formation qui est totalement immersive et qui permet un apprentissage autonome grâce à une simulation de conversation qui permet de s'entraîner en situation réelle. Donc en fait, pour moi, c'est assez proche de ce que tu me dis. Et je sais pas si c'est exactement ce que tu attends. Ce que je veux, c'est lui balancer toute ma base de connaissances de mon produit. Ouais. Je veux lui balancer un scénario qui suit en découpé ou de A à Z. Il peut le reprendre n'importe quand et il lui fait faire des questions au fur et à mesure pour capter son attention et machin. Il l'écoute, c'est du text-to-speech. Du speech to text. Sincèrement, c'est ce que fait PitchBoy. Voilà, mais attends. Il a gagné un nouveau client, je crois. Mais va voir PitchBoy. Enfin, objectivement, c'est assez bluffant cet outil. Je l'avais première fois rencontré. Je l'avais rencontré à Vivatech l'année dernière et j'ai rencontré effectivement Omeric et je l'ai interviewé. Son outil il est assez bluffant. Il est utilisé beaucoup dans le monde, entre autres pas que, mais dans le monde de l'assurance, de la banque pour travailler toutes les réparties de clients, même les agressions orales de clients et d'avoir effectivement. Et donc l'outil va t'analyser en permanence et t'aider à corriger et à apprendre. Ouais, je suis dessus là. Ouais. Ça a l'air top. Ouais, en tout cas, je sais pas si c'est exactement ce que tu recherches, mais ça me parle. En tout cas, c'est le truc le plus proche là. Je suis en train de regarder le truc là. C'est le truc le plus proche que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ouais. Donc ça a l'air pas mal. Mais ça, tu vois, pour des formateurs, c'est cool parce que en fait, ça devient des ingénieurs pédagogiques. C'est-à-dire que quel est le meilleur scénario d'apprentissage et pas, en fait, jouer au perroquet. Parce que quand t'as un SaaS, le mec, en fait, moi, j'ai un Romuald, là, que j'ai recruté chez moi. Là, maintenant, il fait des classes. Et tu perds un peu de la qualité parce que tu fais des classes de 10 ou de 20 tous les mardis, mercredis, jeudis. Et au final, t'as plus cet esprit de one-to-one avec les gens, machin, où tu peux faire du cas par cas. C'est impossible. En tout cas, quand tu scales, c'est plus possible, quoi. On est 7, c'est impossible. Donc, on est obligé de digitaliser ou d'automatiser un truc, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que si ce formateur, il a pas besoin de répéter, parce que je le voyais, il était fatigué, il arrivait le matin. Tu m'étonnes. Il faisait 3 formations dans la journée, il répétait la même chose à des gars différents toute la journée. C'est quoi ce job, tu vois? C'est pareil que de faire du sourcing et de lire des CV. Non. Tu vois, enfin, il y a des trucs à même en termes de motivation moyen terme, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, quoi, c'est sûr. Et puis, le client final, s'il veut un one-to-one, et bah, du coup, ça a une valeur, ça a une valeur humaine. Donc là, le gars, il se dit, je sais que quand je me déplace, que je vais chez un client et que je fais du one-to-one, machin, je peux faire un truc vraiment à façon, mais ça a une valeur. Et du coup, tu rends accessible un savoir plus facilement et de manière scalable à un prix réduit. Et si tu veux un one-to-one avec un humain, bah, tu payes. C'est un peu réducteur comme ça, mais en vrai, le temps, c'est le seul truc. Si tu veux du service, c'est le seul service qu'on a chez nous. Tu vois, le service de formation et de SAV et tout machin. Donc, vu qu'on n'est pas beaucoup, bah, il faut trouver des solutions. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a des pour terminer sur cet épisode. Déjà fini. Ouais, c'est déjà fini. Incroyable, qu'est-ce que je parle. Ouais. Moi aussi, t'inquiète. Pas trop là, hein, t'as pas trop parlé. Hein. Ah bah non, parce que si je commence à parler là, ça va durer 4 heures. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast, soit des personnes comme toi qui sont fondateurs, fondatrices et qui offriraient une solution RH sur telle ou telle verticale de la fonction que tu trouverais intéressante de rencontrer, ou des RH qui sont en exercice. Client ou pas client, hein, c'est pas trop le sujet, mais que tu trouves effectivement chouette à interviewer. Alors soit des gens, comme t'es podcasteurs, soit des gens tu dis, tiens Florent, ça je l'ai eu sur mon podcast, il faut que tu l'aies, ou à contrario, j'ai jamais réussi à l'avoir, il faudrait que tu l'aies. Il y a pas j'ai pas de target en podcast. Quand je vois des gens que je trouve cool, je les contacte parce que je regarde en fait leur parcours. J'essaie de voir des expériences, des profils un petit peu
soit très expérimentés, soit qui ont fait peut-être toute leur carrière dans une seule boîte et qui ont vu l'évolution de la boîte, soit qui ont des petites expériences dans tous les sens, tu vois. Et j'ai pas vraiment de règles par rapport à ce truc-là. Si je devais, je vais te retourner la question. Tu préfères quelqu'un qui bosse dans quel secteur et dans quelle taille de boîte? Qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir interroger et j'en fais pas assez, mais ça c'est un objectif des RH d'entreprise, mais pas de grosses entreprises. Tu vois, des DRH ou des directeurs, directrices du recrutement, directeurs, directrices développement RH qui sont dans des belles PME, des ETI, qu'on n'entend pas très souvent en fait. Ok. Qu'on n'entend pas souvent, ou en tout cas qu'on entend peu. Pas souvent. assez. Pas assez. Il y a un truc sur diversité et inclusion. J'aime beaucoup, c'est Pierre Arnaud Bouillet. Il était manager recrutement chez Plateforme SH, et là je crois qu'il est passé chez Back Market là. D'accord. Qu'il est DRH Back Market maintenant, et très cool. Il a un peu le même profil que mon associé, c'est-à-dire une personne très calme, plutôt introvertie, mais qui va vite, tu vois, dans sa tête. Et du coup, je sais que des prises de parole. Oui, je vois, il est chez Back Market depuis peu là, donc oui. récemment. Ouais. Et en fait, c'est une personne très intelligente, qui est très axée aussi sur le DIY, c'est tu sais, l'inclusion, tout ça là. Et tout ça, c'est un peu réducteur, désolé. Mais ouais. Je pense que des prises de parole, ils n'ont pas en faire souvent, donc c'est toujours assez c'est très ok, personne intéressante, effectivement. très intéressant. Et si t'en avais une autre? Bah je pense Clément Leminck, je pense qu'il a une bonne vision un peu globale, tu sais, DRH partout. Avant il était au Labérage, donc il a quand même une certaine appétence pour l'innovation RH, et puis maintenant il est depuis peu DRH dans une scale-up française, donc il peut te parler de son expérience. J'aimerais bien l'écouter ce truc, cet épisode, comment il va, comment il se développe, quelle est la réalité par rapport à ce qu'il avait fait avant, parce qu'avant il était aussi RH, mais dans le jeu vidéo je crois. Qui d'autre C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Bon, bah si ça te va comme ça. C'est top. Il était chez Ubisoft avant. Et non, top. T'écoutes des podcasts? T'auras des podcasts? Alors, pas le tien, pas les miens, hein, c'est bon. Si, moi j'écoute le tien. Ouais, non, mais ça marche pas. Est-ce qu'il y a d'autres podcasts que t'écoutes, que tu nous recommanderais? Alors j'écoute pas tous tes épisodes, mais j'écoute, je sélectionne. Et en général, quand t'écoutes un podcast, faut que tu sois focus et tout. Je te cache pas que j'écoute plus de musique que de podcasts. Si les 2-3 podcasts que je vais écouter, qui sont pas forcément des podcasts RH d'ailleurs. Non, ouais, c'est podcast. J'ai bien aimé. J'aime beaucoup le podcast sur le product. Qui s'appelle, il est dans mon Spotify, c'est avec Timothée Frein. Oui, ça me parle ça. Comment ça s'appelle? Je sais qu'il est dans mon truc Spotify, donc je clique dessus. On va le retrouver. Et puis un podcast aussi, c'est SaaS Club. J'aimais bien l'écouter ce truc-là. Il y a un moment. Ouais. T'as des gars qui sont dans la tech et tout, parce que j'ai beaucoup vu pendant pas mal de temps des gens faire de la tech, les conseiller, prendre de la hauteur sur les machins. Tu t'aperçois que c'est pas du tout la même chose quand tu le fais toi-même. Et ça fait à peine 3 ans qu'on fait ça, ou que je fais ça avec William. Et le podcast de Timothée, c'est Clé de voûte. Voilà, Clé de voûte, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est sur le product. Oui, c'est en gros comment tu fais tes discoveries avec tes clients, comment tu vas. C'est très spécifique quand même. C'est méga spécifique, et je trouve ça être très cool. Et en plus, il a des bons invités. Et SaaS Club. Ouais, SaaS Club est pas mal. Moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Bah après, ça fait longtemps que j'ai pas écouté SaaS Club, mais j'aimais bien l'année dernière. Tout l'été là, j'ai écouté quasiment tous les épisodes là en me baladant. C'est pas mal cool. Voilà, j'ai répondu. La question est répondue. Ouais, ça va. Je suis plutôt content. Si on a besoin de te contacter, tu es réactif comment? Alors 06. Si tu veux. Hein. Non. Plutôt mail, plutôt LinkedIn, plutôt contactez-moi par mon site web. Me parlez pas. Me contacter personnellement ou tester Trimoji?
Parce que en fait, nous, ce qu'on... Peut-être les deux. Tester Ouais. Trimoji, j'imagine que si on va sur le site web, on peut le faire. J'imagine Ouais, qu'il y a un c'est ça. formulaire C'est ça, tu quelconque. peux... l'idée, c'est que Mais si on a envie de t'échanger avec Aurélien, si on a envie de si on a envie rencontrer d'échanger Aurélien. avec Aurélien ou à LinkedIn, ouais, j'essaye en tout cas de poster assez régulièrement sur LinkedIn. On fait aucun marketing, c'est mon seul marketing que je fais, tu vois. J'essaye. Et si on a envie d'être interviewé sur ton podcast, Ah bah ça, pareil. faut te solliciter. Ouais, sur la page Bifo, mais pareil, tu vois. Enfin, Tu au dis oui niveau à tout le marketing. monde Tu dis oui à tout le monde ou pas? Bah ouais. Ouais, t'es ouvert. Je dis oui à tout. Mais en général, tu vois, les gens qui me contactent, ils ont déjà fait j'ai jamais eu de gens pas intéressants, tu vois, qui m'ont contacté. En général, les gens qui viennent, c'est qu'ils ont écouté les épisodes avant, donc ils savent à quelle sauce ils vont être mangés. Et je mange personne, je vous rassure. Mais en gros, ouais. Enfin, c'est des RH, des experts. Non, je suis passé dessus, il mange personne. Ouais. Ça peut durer un petit peu de temps, l'interview, Ouais, pour le coup, ouais, c'est c'est des tout. épisodes longs, 1h30, 2h, hein, je vous le dis direct. 2h20 avec le tourneur. Je sais pas qui écoute pendant 2h20 le tourneur, hein, franchement. Mais moi, je m'écoute pas. Donc, Mais tu vois, on n'a pas une grosse audience, mais on a une audience qui reste et sur les datas là qu'on regarde, c'est quasiment 90% qui arrivent. moi, j'ai envoyé mon épisode à mes petits cousins, à mon boucher et à mon opticien. J'espère qu'il faut au moins faut t'écouter. T'as envoyé ça à ton boucher? Mais non. Ouais, bah si, tu peux. Ouais, j'ai déjà envoyé à mon buraliste. Tu vois. J'ai fait, tu connais pas un podcast? Il a écouté 2 épisodes, il a dit, ouais, j'ai rien compris. J'ai fait, ah, bon, ok. Je crois que c'est un peu spécifique. Bon, bah, en tout cas, un grand merci Aurélien. Merci pour ta transparence, ton franc-parler, parce que c'était vraiment hyper intéressant, puis ton humour. Enfin, moi, j'adore. Ouais, ça fait plaisir. Au plaisir, et puis à bientôt Aurélien. Merci Florent, merci pour cette invitation et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ouais, merci à tous. À bientôt en tout cas. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!